Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier d'être là aujourd'hui aussi nombreux pour écouter ma communication qui porte sur l'Afrique, de l'Afrique au Canada, quelques réflexions sur les défis de l'immigration et de l'intégration. Je me présente, Christian Agbobli, je suis professeur titulaire et actuellement vice-recteur à la recherche, création et diffusion de l'Université du Québec à Montréal. Je tiens à remercier toute l'équipe de la deuxième édition du Symposium international des cultures africaines et d'ascendance africaine, SICAF 2020, pour l'organisation de cette activité qui permet de réfléchir à la place des Africains et des Afro-descendants dans la société canadienne. Je tiens particulièrement à remercier M. Charles Mbala, professeur enseignant à l'Université d'Alberta, et Mme Hadi Sow, la PDG d'Opal Magazine. En fait, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Vous avez jugé utile que je puisse partager avec vous quelques moments qui sont le fruit d'une réflexion de plus d'une dizaine d'années, près de 15 ans, des réflexions à titre de professeur-chercheur et observateur de la société. Au fond, aujourd'hui, pour cette conférence, je souhaite bien faire l'état des lieux de la situation des Afro-Canadiens et réfléchir aux différentes modalités du vivre ensemble au Canada et comment les Afro-Canadiens peuvent prendre leur place dans un contexte de société en 2020 marqué par tous les débats autour du Black Lives Matter, du racisme systémique et de l'utilisation du mot en haine. Bref, si vous le jugez pertinent, eh bien, permettez-moi de planter le décor. Planter le décor signifie entre autres penser à la présence de l'Afrique quand on était en Afrique, avant même d'arriver au Canada. Bref, tout ce processus-là du départ d'Afrique et de l'arrivée au Canada. Plusieurs raisons peuvent être identifiées comme sources qui ont motivé la venue de plusieurs Canadiens d'origine africaine. Plusieurs profils d'Africains peuvent être identifiés. On peut penser à celles et ceux qui sont venus comme étudiants, celles et ceux qui sont venus comme réfugiés, les immigrants qualifiés, celles et ceux qui sont venus sous la logique du regroupement familial. Et puis, il y a tous ceux et celles qui font partie de ce qu'on appelle les deuxièmes générations, c'est-à-dire dont les parents et les grands-parents sont arrivés d'ailleurs, mais ces personnes sont nées ici. Et il y a toute une catégorie aussi d'Afro-Canadiens ou d'Afro-descendants qui proviennent des Antilles. Donc, ils sont originaires de toutes les îles des Antilles et qui sont des descendants d'esclaves et qui sont venus, dont les aïeuls, si je peux dire les choses ainsi, sont venus contre leur gré. C'est tout cet ensemble communauté, ce sont toutes ces communautés qui contribuent aujourd'hui à ce qu'on appelle les Afro-descendants ou les Afro-Canadiens. L'histoire des Afro-Canadiens, l'histoire des immigrants d'origine africaine au Canada ressemble à une histoire oubliée. En effet, les publications ont pour ambition de dresser le portrait de l'immigration au Canada, font rarement mention de cette catégorie d'Afro-Canadiens. Outre quelques publications récentes, eh bien, on en parle peu. Les immigrants ou les Canadiens d'origine africaine, afro-descendants, sont les grands absents de la conversation scientifique. Cette omission, je dirais, loin de révéler un désintérêt pour cette communauté, reflète davantage l'absence d'information ou de recherche sur le sujet, ou peut-être aussi reflète les rapports de pouvoir qui invisibilisent la présence des Afro-Canadiens, des Afro-descendants. Or, les Noirs au Canada, eh bien, sont là depuis les débuts de la colonisation transatlantique. Bien peu d'entre eux sont arrivés directement de leur terre ancestrale. Le terme afro-canadien est devenu un peu plus populaire depuis les années 90 pour désigner
tous les descendants des Africains principalement, et ce, quel que soit le lieu de naissance. Mais remontons un peu à l'histoire. Vous savez, les premiers arrivants sont des esclaves amenés de la Nouvelle-Angleterre ou des Antilles. Olivier le Jeune est le premier esclave noir à avoir été amené directement d'Afrique au Canada. Il a été vendu en 1629 et semble-t-il qu'il a été affranchi à la fin de sa vie. Et à partir de cette période, eh bien, jusqu'à la Colombie, jusqu'à la conquête britannique, environ 1000 Noirs amenés de la Nouvelle-Angleterre ou des Antilles sont réduits en esclavage en Nouvelle-France. C'est ça aussi l'histoire du Canada. Au Canada, l'histoire de l'immigration, si je peux dire les choses ainsi, est un champ de compétences partagé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces, principalement du Québec, de l'Ontario. En 1867, il y a eu ce qu'on appelle l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui permet la création de la Confédération canadienne et va mettre l'accent sur l'immigration sous l'autorité du ministère canadien de l'Agriculture. Il faut dire que le Canada est un pays d'immigration. Au Canada, même si cette histoire canadienne est teintée par le racisme et la discrimination, on doit savoir que plusieurs Canadiens aujourd'hui, dont les origines sont autres, ont été ostracisés au cours de l'histoire. Certes, les Noirs, mais aussi les Ukrainiens, les Chinois, les Indiens, les Japonais, et que dire des Autochtones et des Premières Nations, dont la situation jusqu'à aujourd'hui est compliquée et minée par une discrimination et un racisme systémique. Lorsque l'histoire de l'immigration africaine, en tout cas d'origine africaine au Canada est mentionnée, eh bien on tend à occulter toute l'histoire associée à l'esclavage pour uniquement la traiter sous l'angle d'une arrivée dans les années 60. Et pourtant, cette histoire, elle est bien ancienne, comme je l'ai mentionné plus tôt. Elle est ancienne et malgré tout, malgré cette ancienneté, eh bien, la présence des communautés afro-descendantes est quand même peu élevée. La présence est peu élevée au Canada. Un véritable défi, si vous me permettez, se présente à celles et ceux, dont à moi, qui tentent de raconter l'histoire des immigrants issus d'Afrique subsaharienne au Canada. Afrique subsaharienne, mais aussi des Antilles, j'y reviendrai. En effet, la plupart des afro-descendants, des afro-canadiens, sont victimes d'une méprise. Quel Québécois d'origine africaine n'a-t-il pas été surpris de se voir demander s'il était haïtien? Quel Torontois d'origine africaine ne s'est pas fait demander s'il était jamaïcain? Ou quel Afro-Albertain ne s'est pas fait demander s'il était congolais? Je vous vois sourire parce qu'effectivement, tout le monde a vécu ce type de situation et qui renvoie d'une certaine manière à l'appartenance des Afro-Canadiens à une origine, même si elle est multiple, dans les Antilles, en Afrique, à une origine liée au continent africain. Aborder la situation des Afro-Canadiens est très complexe et à plus d'un titre. Prenons par exemple le cas des Afro-Canadiens qui proviennent directement du continent africain. Eh bien, l'Afrique tout entière compte 54 pays. L'Afrique subsaharienne, appelée Afrique noire, comporte 4 blocs. L'Afrique centrale, l'Afrique méridionale, l'Afrique occidentale, l'Afrique orientale. Ce bloc-là est constitué de 48 pays. On parle de 856 millions d'habitants en 2010. Et là, les différents pays ont des tailles, des statuts divers.
On peut penser à l'Afrique du Sud, aujourd'hui qui est considérée comme la locomotive de l'Afrique. On peut penser au Nigeria, qui est la grande puissance de l'Afrique de l'Ouest, pays anglophone de plus de 170 millions d'habitants, plus peuplé d'Afrique, qui fait, par exemple, en termes de comparaison, 21,25 fois la population du Québec. La République démocratique du Congo, qui possède l'une des plus importantes richesses naturelles au monde. Un véritable scandale géologique, comme on tenait à le dire à l'époque, et encore aujourd'hui, qui a connu plusieurs changements, des guerres, dictatures, guerres civiles, exploitation de ses ressources. Le Bénin, pays francophone de 9 millions d'habitants, qui est un modèle, ou qui fut un modèle, ça dépend s'il y a des Béninois parmi nous. Selon le point de vue, c'est toujours un modèle démocratique ou ça l'est un peu moins. La fameuse ville de Ouidah, vous savez, qui était un ancien port négrier, qui fut un symbole de l'esclavage et dont plusieurs des Afro-Canadiens origines des Antilles proviennent, parce que les origines de plusieurs des Haïtiens, Jamaïcains, Martiniquais, Guadeloupéens, eh bien, effectivement, c'est le port négrier de Ouidah. Que dire aussi du Mali, qui était un ancien empire du Moyen Âge, fondé au XIIIe siècle par le fameux Soundiata Keïta, berceau de la charte du Mandème. Vous savez, cette charte qui se réfère aux droits humains, qui était proclamée en 1236. Que dire des milliers de langues et de groupes ethniques qui constituent chacun des pays d'Afrique? Faut-il passer sous silence la division de ces pays africains? Bref, le contexte en ce qui concerne l'Afrique peut montrer la complexité de se dire africain, canadien d'origine africaine. Mais cette complexité n'est pas tout. Être afro-canadien, c'est aussi provenir des îles des Antilles, provenir d'Haïti, de Jamaïque, de République dominicaine, de Martinique, de Guadeloupe. Bref, toutes ces îles qui ont contribué substantiellement à développer l'Amérique du Nord et à développer le Canada. Je l'ai dit tantôt, l'histoire canadienne a été aussi teintée par l'esclavage et également par une immigration récente. Et c'est l'ensemble de cette histoire teintée d'esclavage, d'immigration récente, qui fait en sorte que les personnes qui constituent la catégorie de Canadiens d'origine africaine ou des afro-descendants, eh bien, se retrouvent dans ces deux situations-là, d'Afrique et des Antilles. Alors, je vous ai présenté là le contexte pour bien comprendre un peu la complexité d'aborder la question des Afro-Canadiens ou des Afro-descendants au Canada. Mais pour bien peaufiner la réflexion, il y a lieu de s'interroger aussi sur le modèle migratoire à l'œuvre au Canada. Si historiquement, le Canada a été un pays qui a, malgré le discours public, mis l'accent sur l'accueil, l'ouverture, etc., qui s'est développé par la suite, eh bien, il y a eu une histoire teintée de racisme et de discrimination. Ceci s'est développé par la suite avec l'accueil d'un certain nombre de communautés qui ont contribué à constituer la société canadienne ou la mosaïque canadienne, si on peut dire les choses ainsi. Et depuis les années 70, particulièrement 1971, eh bien, le Canada a choisi le modèle du multiculturalisme. Un modèle politique, au fond, qui vise à développer ou à reconnaître le patrimoine ethnoculturel tout en mettant l'accent sur les relations interculturelles et la pleine participation à la société canadienne des minorités ethnoculturelles. Pour d'aucuns, le multiculturalisme est une réponse au biculturalisme. Vous savez, cette distinction entre les deux peuples fondateurs, le peuple francophone et le peuple anglophone.
Mais le multiculturalisme doit être compris aussi comme étant un facteur distinctif du melting pot américain. Le Canada a souhaité traiter ces ethnies avec respect. Le multiculturalisme a été mis de l'avant comme étant un système de tolérance. Bien évidemment, il y a des critiques qui sont faites au multiculturalisme. Est-ce que le multiculturalisme ne laisse pas la place à ce que toutes les communautés puissent s'exprimer comme elles le souhaitent? Et d'autres vont dire, mais au contraire, que le multiculturalisme est une richesse pour la société parce que justement, elle reconnaît et respecte les différentes communautés vivant au Canada. Si le portrait de la politique migratoire à l'œuvre au Canada repose sur un modèle de gestion de la diversité qui est basé sur le multiculturalisme, il y a néanmoins différents défis en lien avec l'immigration et l'intégration. Vous savez, en étant d'origine africaine, à tout le moins les personnes de première génération, il y a un lien fort qui relie à l'Afrique. Et ce n'est pas pour rien que l'Union africaine eh bien, considère ce que je peux appeler, ou ce qu'on appelle la diaspora, comme étant la 6e région d'Afrique, pour encourager la pleine participation des personnes d'origine africaine résidant en dehors du continent à la richesse du continent. Et là, c'est quand on est un Africain de première génération, donc qui a fait ce mouvement d'immigrer au Canada de différentes manières, qu'on se sent comme faisant partie d'une diaspora africaine ici au Canada. Ainsi, quel Canadien d'origine africaine de la première génération ne se tourne pas vers, je dirais, Sénéweb, Abidjannet, Alomé.com, sans compter les nombreux groupes WhatsApp pour rester informé de ce qui se passe dans le continent mère. Mais c'est la même chose qui se passe aussi avec les afrodescendants d'origine haïtienne, jamaïcaine ou martiniquaise, qui développent aussi, outre le lien avec l'île d'origine, un lien avec le continent mère, en se rappelant, entre autres, le douloureux souvenir de l'esclavage et de ses conséquences qui continuent encore aujourd'hui. L'actualité récente montre que si nous sommes afrodescendants de souches récentes ou de souches plus anciennes, eh bien, certains mots peuvent continuer à blesser, peuvent continuer à offenser. Et cela pose la question de la place des afrodescendants dans la société canadienne. On le sait, il y a eu tous ces débats autour du mouvement Black Lives Matter, de l'utilisation du mot en haine. Bref, un certain nombre d'enjeux, de discussions en 2020 qui ont fait en sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur le rôle, la place des Afro-Canadiens, des Afro-descendants d'Afrique au Canada, à la société canadienne. Et ces interrogations portent sur les défis de l'immigration, les défis de l'intégration. Même si on se considère comme étant membre d'une diaspora, je veux dire, je suis un Guinéen avant d'être Canadien, je suis Camerounais avant d'être Canadien. Le défi de l'intégration est de ne pas oublier ses origines, tout en faisant en sorte de se sentir comme membre à part entière des sociétés canadiennes. Je suis Camerounais et je suis aussi Canadien. Je suis Camerounais et je suis aussi Ontarien. Bref, l'identité d'origine n'est pas un obstacle et ne doit pas être un obstacle à l'identité canadienne ou l'identité en lien avec la province dans laquelle on vit. On doit pouvoir se définir Canadien, comme on doit se définir comme Québécois, comme on doit se définir comme Ontarien, Manitobain, Albertain.
En effet, l'identité est une richesse et l'identité est la construction des sommes de ce que nous sommes. C'est la diversité de nos appartenances qui nous donne notre identité. Donc, l'identité n'est pas mutuellement exclusive. On ne peut pas dire que je suis Kenyan envers et contre tout. Je suis un Canadien d'origine kenyane. Le Kenya fait partie de mon identité. Mais je suis aussi albertain. Et l'Alberta fait partie de mon identité. Je suis mozambicain. J'ai des origines mozambicaines. Et je suis également ontarien. L'Ontario et la culture ontarienne font partie de mon identité. Le défi de l'immigration se situe dans cette ligne de crête entre l'origine et ce que je suis maintenant. Et comme citoyen canadien d'origine africaine, mais la diversité des Afriques et aussi des Antilles, eh bien, c'est prendre conscience de cette dualité dans l'identité et de cette identité mouvante, de cette identité dynamique. Parce que l'identité, eh bien, elle est en mouvement. L'identité, elle bouge et nous contribuons à la richesse de la société. Et cette contribution à la richesse de la société, c'est de reconnaître l'appartenance à la société canadienne et aux diverses cultures qui font le Canada. Ainsi, je peux me définir comme étant togolais et québécois, ou comme québécois d'origine togolaise, ou je peux me définir comme étant albertain d'origine nigériane. Dans ce contexte, eh bien, en tant que Nigérian, je vais contribuer à la société albertaine. Dans ce contexte, le défi de l'immigration commence avec soi, avec un travail mental pour se considérer comme faisant partie de la société. Faire partie de la société, c'est avoir les repères de cette société, c'est être en contact avec les gens de la société, de participer au dialogue au sein de la société et d'enrichir collectivement cette société. Un Afro-Canadien, comme une Afro-Canadienne, est un citoyen à part entière qui doit prendre sa place. Personne ne lui donnera sa place. Elle doit la prendre. Comme le font aussi, au fond, nos autres concitoyens qui se battent également pour faire leur place. Ce n'est pas le propre que celui des Afro-Canadiens, des Afro-descendants, que de se battre. C'est le propre de l'ensemble des citoyens canadiens que de se battre pour prendre sa place. Et que signifie prendre sa place? Dans le cas spécifique des Afro-descendants, des Afro-Canadiens, effectivement, plusieurs vivent le racisme. Plusieurs vivent le racisme systémique. Plusieurs vivent la discrimination. Mais est-ce qu'il faut se complaire et se déclarer victime et ne pas agir? Je crains que non. Il faut être actif et développer aussi ce que j'appelle l'empowerment. Je vais vous donner l'exemple du SICAF qui organise ce symposium. Eh bien, c'est un exemple de prendre sa place. Permettre un débat au sein de la communauté, au sein des communautés, devrais-je dire, pour pouvoir être présent. Prenons le cas de l'histoire des Noirs. Eh bien, l'histoire des Noirs, c'est aussi une façon de faire connaître la diversité des communautés noires et afrodescendantes au Canada et voir leur contribution à la société canadienne. Il y a d'autres types de forums, le Forum international, économique international des Noirs, d'autres lieux ou forums qui permettent
de prendre sa place. Prenons Opal Magazine, qui permet aussi de se présenter comme les communautés afro-descendantes et faire reconnaître les bons coups des membres de cette communauté. Vous savez, en étant impliqué au sein des différentes communautés, plateformes dont je viens de parler, dans le CICAF, que je viens de mentionner, eh bien, il faut continuer à être impliqué à différents niveaux, notamment au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, au sein des partis politiques. Il faut faire entendre les voix multiples des Afro-Canadiens pour faire avancer la richesse collective. Il faut être également présent dans les médias, ne pas hésiter à envoyer des textes d'opinion, prendre la parole. Bref, les défis de l'intégration et de l'immigration, l'un des grands enjeux, c'est de prendre sa place. Deuxième enjeu, c'est réagir au débat de société. Faut-il, oui ou non, dire le mot en haine? Qui sont les mieux placés que les membres des communautés noires pour aborder ces questions? Pourtant, a-t-on entendu plusieurs membres de cette communauté sur ces sujets? On peut les compter sur les doigts de deux mains. Webster, Émilie Nicolas, Vanessa Destiné, Will Prosper, Fabrice Ville, Ricardo Lamour, Renzel Washington, Melchior Mbamimpa. Ils ne sont pas nombreux, les membres des communautés afrodescendantes à avoir pris la parole. Où sont les intellectuels? Où sont les entrepreneurs afrodescendants par rapport à ce débat? Ils me semblent être aux abonnés absents, à moins qu'ils n'agissent dans d'autres lieux sans que ce soit publiquement présenté. Avec le mouvement Black Lives Matter, on a également peu vu les afrodescendants prendre la parole dans l'espace public, où il y a eu des manifestations. Et cette place doit être prise. En plus, plusieurs afrodescendants veulent prendre la parole. Vous avez dit qu'on les a peu vus, mais plusieurs veulent prendre la parole. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que l'accès aux médias mainstream n'est-il pas difficile pour les membres des communautés afrodescendantes? Si c'est le cas, peut-être alors qu'il faut envisager à investir les médias sociaux, les réseaux sociaux. L'idée, au fond, c'est de réagir au débat de société, de faire en sorte de contribuer à l'évolution de la société à travers la prise de parole des personnes en situation de minorité. Ces réactions et le fait d'être actif dans la réaction au débat de société, dans la prise de parole, dans le fait de prendre sa place, peut contribuer à des changements notables, des changements de type législatif, des changements structurels, des changements dans les processus d'embauche, dans la composition des conseils d'administration, dans le fait de trouver un emploi digne. Bref, plus nous allons nous investir, plus des changements vont être possibles. Et dans ce sens, ce serait peut-être le troisième enjeu que je pourrais identifier, c'est peut-être ce avec lequel je vais terminer, c'est la nécessité de la communication. Si vous le permettez, j'aimerais revenir au titre de notre symposium. Cultiver la diversité dans un monde interconnecté. Une réponse aux réalités et enjeux des communautés afro-descendantes. Que signifie ce titre? Cultiver la diversité dans un monde interconnecté. Un forum comme celui d'aujourd'hui permet de renforcer notre compréhension des enjeux et des défis spécifiques aux communautés afrodescendantes. Dans le contexte de la société qui est la nôtre, il faut également faire preuve de lien entre nous, mais aussi avec les autres
citoyens, nos concitoyens, qui peuvent nous servir d'exemple. Je vais vous donner quelques exemples. Il nous faut nous inspirer de nos concitoyens d'origine juive, libanaise, chinoise, pour ne prendre que ces exemples. Ces concitoyens ont aussi vécu de la discrimination, du racisme, et pourtant, malgré les situations difficiles qu'ils ont connues, eh bien, ils sont considérés comme étant des modèles d'intégration et d'influence sur les acteurs culturels, économiques, politiques canadiens. Je suis d'avis que les membres des communautés afro-descendantes, ici au Canada, devraient prendre exemple sur ces communautés, sur nos concitoyens. Nous devons également faire le mouvement vers les groupes majoritaires pour les connaître et pour qu'ils puissent nous connaître aussi. Cela contribue à faire reculer les stéréotypes et les préjugés et à mieux se faire connaître et, in fine, à se faire accepter et intégrer dans la société. Parce que c'est un défi que l'intégration, et le défi de l'intégration, le défi de surmonter les stéréotypes préjugés, eh bien, c'est le fait de se faire connaître, c'est le fait de communiquer, d'échanger, de partager avec nos concitoyens de toutes les origines. Ce défi de communication, eh bien, fait en sorte que ça permet de se faire connaître, ça permet d'expliquer la culture d'origine, les cultures d'origine, de voir comment ces cultures d'origine, ces autres façons de penser aussi, peuvent contribuer à la société. Dans ce contexte, eh bien, la communication, l'échange, le partage est une des pistes aussi pour permettre de cultiver la diversité dans un monde interconnecté. Vous savez, le défi des membres des communautés afrodescendantes, c'est le défi du collectif. C'est le défi de s'entendre malgré la diversité des origines africaines, antillaises, etc. Se déployer comme une communauté, certes diverse, mais une communauté qui a une vision de développement. Développement pour l'ensemble de la communauté, pour en faire une richesse. Une communauté résolue à faire avancer la société canadienne, ainsi que les différentes sociétés provinciales auxquelles nous appartenons, avec les cultures spécifiques qui se sont développées. C'est contribuer au discours, à l'avancement des discours. C'est contribuer aussi au changement de mentalité. Vous savez, le changement, eh bien, ça commence avec nous, mais ça commence aussi avec les générations qui vont nous suivre, nos enfants, nos petits-enfants. Et construire un Canada ouvert, tolérant, normal, dirions-nous, eh bien, commence avec soi, mais commence aussi dans un dialogue au sein de nos familles, avec nos enfants, mais commence aussi dans un dialogue avec le reste de la société. Dans ce contexte, et pour terminer, parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de tensions, il y a toujours des tensions dans la société canadienne, québécoise, albertaine, ontarienne, bref, il y a des tensions partout. Mais ces tensions sont le propre de l'être humain. Elles ne sont pas spécifiques à une région du monde ou à une autre. Elles sont partout. Mais pour pouvoir changer les choses, eh bien, il faut agir. Et je vous incite à agir dès maintenant. Je vous remercie.